pour vous emmener jusqu'aux fêtes. Belle sortie avec France 3. Respirez devant 9h50 le matin avec la gamme Stérimar Rhume, des solutions adaptées à chacun. Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? Bon, il n'y a pas eu de générique. Pardon, vous voyez ce qu'on fait pendant qu'on est à l'antenne. Voilà, j'étais en train de taper les mains. En tout cas, soyez les bienvenus. Il est 9h49. Tous les jours, on découvre des choses ici, c'est ça qui est bien. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va vous parler de l'alimentation à avoir en cas d'enfant hyperactif. Et oui, il y a un lien. Vous allez voir qu'il n'est pas forcément évident à cerner, mais on va voir que l'alimentation peut faire du bien à l'enfant si jamais il a ces troubles un petit peu hyperactifs. Ensuite, on verra que quand on a plusieurs enfants, enfin, j'en ai pas, donc je ne peux pas témoigner, mais c'est Marilène qui va nous expliquer tout ça, notre psy. Quand on a plusieurs enfants, parfois, on ne les aime pas de la même façon. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais parent, ça veut dire que c'est juste différent et que ce n'est pas grave, encore une fois. Marilène nous expliquera tout ça, bien sûr, à la fin de cette émission. Et puis, on terminera cette émission avec une petite promenade à Béthune, où figurez-vous que la Banque de France a fermé ses portes là-bas. Et cette Banque de France, au lieu de la laisser mourir dans son coin, on l'a réhabilitée. On a un centre d'exposition et d'exposition temporaire, d'ailleurs, d'art contemporain. Et ça se transforme même parfois en salle de classe. Vous verrez tout ça à la fin de cette émission qui commence donc de manière un petit peu originale. La caméra extérieure aujourd'hui, direction Bruges. Là, il est là. Bonjour Manu, il pleut chez vous, il fait froid et pourtant derrière vous, on va faire de la sculpture sur quoi? Sur glace. Effectivement, bonjour Thibault, bonjour à tous. On est à Bruges, alors ville célèbre pour ses canaux, son centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, on est dans le quartier de la Gare et on va aller voir à l'intérieur. Ici, il y a un festival de sculpture sur glace. Alors, on va aller voir dans un premier temps les artistes. Ils étaient ici il y a quelques jours pour organiser tout le festival. Et puis ensuite, en compagnie d'Alexander Deman, on va vous expliquer le thème de cette année. On vous donnera toutes les infos pratiques. Vous allez voir, les sculptures sont magnifiques. A tout de suite, Manu, on se retrouve dans un instant, en direct donc à Bruges pour découvrir cette magnifique sculpture sur glace qu'il nous propose ce matin. Un petit coup d'œil sur la météo, que dire de plus par rapport à hier? Hier, autant c'était noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, c'est la même chose. Gris, c'est gris, et c'est tant pis pour tout le monde. Regardez, de la pluie pour absolument l'ensemble des Hauts-de-France, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un petit peu de vent par-dessus tout ça. Et du coup, les températures, peut-être qu'elles peuvent nous consoler un petit peu. Voilà, ça monte quand même par rapport à hier. Entre 10 et 13 degrés. 13 à Boulogne-sur-Mer et 10 à Château-Thierry. C'est pas folichon, encore une fois, la météo. En tout cas, elle est humide, mais elle est un petit peu plus douce qu'hier. Et comme il y a des rafales de vent, ça fait plus froid. Hello Enzo. Bah oui, il y a du vent, donc il caille. Vous me faites rire tous les matins, Thibault. Bah oui, mais nous sommes en automne, on s'approche de l'hiver, voilà, c'est un temps de saison. Ça n'est pas bien grave, puisqu'il est 9h50 le matin. Donc, tout va bien. Bon, en forme en ce mercredi? Très très bien, tout va bien pour le moment. J'ai toujours mon petit épi, ça veut dire que je suis en pleine forme, donc ça roule, tout roule. Ça veut dire que vous êtes en pleine forme. Voilà, si l'épi est là, c'est que tout va. Hein, bon. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs notre adresse mail à laquelle vous pouvez nous envoyer vos photos, vos petites questions pour réagir à ce dont nous parlons chaque jour dans l'émission. C'est 9h50hdf@francetv.fr. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Et ce matin, je vais donc commencer par les photos de Cécile de Compiègne. Allez, c'est parti pour mes petites photos. 2 photos de fleurs, très jolies fleurs aux couleurs automnales. Et une fois n'est pas coutume, Cécile voulait, en ce jour un peu particulier, avec ces 2 clichés, souhaiter un bon anniversaire à Bernard, son papa. C'est chose faite. Reynald, lui, est raccord avec la météo, comme il dit. La photo du jour reflète le temps qu'il fait, mais pas de quoi démoraliser un petit gars des Hauts-de-France, car il y a 9h50 le matin. Et ça, c'est du bonheur. Merci Reynald pour vos témoignages d'affection. Odile, qui continue sa série ornithologique et qui continue à m'apprendre des choses, si ce n'est qu'aujourd'hui, j'avoue, je connais les cigognes. Regardez cette jolie cigogne prise dans les sous-bois, c'était du côté du parc du Marcanterre. Et puis pour terminer, un petit clin d'œil de l'un de nos plus fidèles téléspectateurs, Daniel, qui pense à vous et à votre concours du pull moche que vous lancez. Regardez, il dit « Attention, mon chien vous regarde tous les deux ». Voilà un joli pull moche.
Merci Daniel. Bah oui, il est magnifique ce pull. Bravo Daniel, n'hésitez pas à nous envoyer des photos de vous avec un pull moche, qu'on puisse les passer à l'écran. Vraiment, n'hésitez pas. Merci de voir jouer le jeu. En tout cas, 9h50 hdf@francetv.fr. Vos photos, vos commentaires, vos témoignages. On parle de l'alimentation en fonction de l'enfant hyperactif dans un instant. Anso attend vos témoignages, attend vos questions éventuellement qu'on posera à Marie. En attendant, on va filer retrouver Manu. N'est-ce pas Anso? Manu. Il se trouve à Bruges. Exactement. Et on est avec au cœur d'un festival de sculpture sur glace. Ça existe et c'est à Bruges que ça se passe. Ça y est, on est à l'intérieur. Alors il fait frisquer, hein, moins 6 degrés, mais c'est pas grave. On va aller voir comment travaillent les artistes. Ils sont en majorité russes, ils sont également ukrainiens et polonais. On va leur demander comment et en combien de temps ils font pour réaliser ces magnifiques sculptures sur glace. Est-ce qu'il y a une technique particulière pour travailler la glace? On utilise deux types de glace. Il y a la glace transparente pour le mur. Ensuite, on utilise la glace blanche qui est fixée, collée sur le mur. Est-ce qu'il aime travailler la glace et pourquoi? C'est une incroyable expérience, une belle expérience. Avant tout, j'aime l'aspect artistique. La glace nous donne la possibilité d'être complètement dans l'art. Nous sommes totalement libres en fait de faire toutes les sculptures qu'on veut. Comment on fait pour que ça soit si lisse, pour que ça soit si plat, si beau au rendu final? Tout d'abord on dessine, ensuite on monte bloc par bloc la structure. Et ensuite on inclut les petits détails. Alors bien sûr on sculpte ces petits détails avec un petit couteau et on les inclut un par un. Enfin on les rassemble pour en faire une seule pièce. Et l'addition de tous ces petits détails rend la sculpture plus intéressante. Qu'est-ce qu'il fait il y a le reste de l'année? Je suis un sculpteur de bronze professionnel. Je travaille le bronze à la maison. Et je suis en train de préparer ma propre exposition avec une quarantaine de sculptures en Russie. In Russia. Yes. Je préfère travailler la glace, le bronze, le bois, voire le sable. Hein. On s'était vu, on s'était croisés au stand de sculpture sur sable. Qu'est-ce qu'ils préfèrent travailler? Ma matière de prédilection, c'est le bronze. C'est mon matériau préféré car je peux mieux exprimer mes émotions avec le bronze. Mais j'aime aussi beaucoup la neige, la glace, le sable. Parce qu'avec ces matériaux, tu dois faire en peu de temps de plus grandes sculptures et des choses très intéressantes. C'est pourquoi j'aime aussi travailler le sable, la neige, la glace. J'essaie tout le temps d'être sur des projets comme celui-ci. C'est quoi les techniques utilisées et est-ce que vous aimez travailler la glace? C'est un matériau libre, malléable. Vous pouvez réaliser des grandes et des impressionnantes sculptures. C'est aussi fort que le bronze. Vous pouvez faire de petits détails, vous pouvez les faire rapidement, comme un croquis, une esquisse. Vous êtes vraiment libre de travailler, ça prend pas beaucoup de temps pour un chouette résultat. C'est quoi la facilité ou la difficulté à travailler la glace? Je pense que cela dépend de l'expérience que tu as avec la sculpture sur glace. Si tu sais comment faire les choses, ce n'est pas difficile. Si tu aimes ça, ce n'est pas difficile. Si tu le fais avec cœur, c'est vraiment facile et agréable de le faire. Voilà pour cette présentation des artistes. On se retrouve dans quelques minutes en compagnie du public. À tout de suite.
A tout de suite Manu, merci beaucoup. J'en profite pour dire que cette séquence était enregistrée parce que les artistes ne sont plus là maintenant. Il y en avait une quarantaine. Ils sont restés pendant un mois et c'est pour ça que Manu a enregistré cette séquence là-bas à Bruges. On va le retrouver en direct dans un instant. Soyez les bienvenus ici, sur ce plateau. Dans un instant, on parle de l'hyperactivité de l'enfant. Vous allez me dire quel lien y a-t-il avec l'alimentation? Eh bien, Marie Samier sera là pour nous l'expliquer, ce lien, et voir comment on peut adapter une alimentation pour ce genre d'enfant. Ensuite, l'amour tout en nuances avec les enfants. On reste dans le domaine avec ses parents qui se posent de temps en temps la question de savoir s'ils aiment de manière équivalente leur enfant. La réponse est non, et on va voir pourquoi avec Marilène. Et puis on terminera avec la nouvelle vie pour la Banque de France. Ça se passe à Béthune, cette Banque de France qui est aujourd'hui désaffectée de son rôle originel, mais maintenant elle est réhabilitée dans un centre d'exposition temporaire d'art contemporain et aussi parfois en salle de classe. Vous allez voir ça à la fin de cette émission avec un très beau reportage. Bonjour Marie. Bonjour Thibault. Aujourd'hui on va parler on va dire, des troubles du comportement de l'enfant. C'est-à-dire en gros les enfants hyperactifs ou hypersensibles. Et on va voir que parfois l'alimentation peut générer et peut aider à améliorer le comportement de l'enfant. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident. 1 million d'enfants souffrent de cette hyperactivité ou de ce trouble du déficit de l'attention. L'alimentation peut avoir son rôle dans ces cas-là? Oui, alors après, quand on dit vraiment un enfant hyperactif, ça ne va pas forcément englober non plus tous les enfants en général. Un enfant qui va être vraiment un peu hyperactif sur l'instant n'est pas justement détecté TDAH, c'est-à-dire trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est vraiment une maladie vraiment en telle qui est diagnostiquée vraiment par les médecins. D'abord, il y a le traitement allopathique, c'est-à-dire médicamenteux, qu'on ne peut pas forcément enlever, mais il a été prouvé par plusieurs effets en général scientifiques que justement l'alimentation pouvait modérer certains symptômes. Donc on ne pourra pas enlever les médicaments, mais peut-être modérer la quantité de médicaments en général donnés chez les enfants. Donc principalement, ce qu'on va faire attention, c'est l'alimentation vraiment au quotidien. Donc le fait de manger sainement et de ne pas donner n'importe quoi non plus à ses enfants. Donc déjà, on va s'intéresser à est-ce que mon enfant a ou pas une intolérance alimentaire. Parce qu'il a été prouvé que les intolérances au gluten, aux produits laitiers et aux œufs avaient tendance justement à avoir une influence sur la dopamine. Donc du coup, si l'enfant est intolérant ou allergique, du coup, il y a une déficience en dopamine. Donc du coup, ça a tendance à accélérer justement ce trouble en fait. Donc ça, il faut d'abord détecter s'il y a une allergie au préalable, avant de limiter ça dans l'alimentation. On ne va pas faire un régime qui exclut totalement le gluten, les œufs et les produits laitiers, surtout chez les enfants en pleine croissance. C'est vraiment très compliqué. On peut limiter ou alors déjà au préalable, on fait des tests pour savoir est-ce que mon enfant est intolérant ou pas, en fait. Alors, la petite photo, là, nous ramène aux colorants et aux additifs que l'on met dans l'alimentation. L'impact des colorants peut avoir un effet sur le comportement de l'enfant ? Alors, il y a certains colorants, en général, qui ont tendance justement à avoir cet impact-là. Donc, en général, c'est les E102, 104, 110, 122, 124 et le benzoate et certains sodium, en général, qui sont incriminés. Donc, dans ces cas-là, il faut faire attention justement à qu'est-ce qu'on achète. Ça, on les trouve dans les sucreries et les sodas notamment. Voilà, sucreries, les sodas, les gâteaux, les bonbons, etc. Donc, on fait hyper attention à ce qu'on achète et on lit les étiquettes nutritionnelles à chaque produit qui a été transformé. Donc, l'idéal, en fait, serait qu'on se perd dans tout ça et on ne va pas aller faire sa liste de courses, sa liste justement d'édulcorants, etc. ou de colorants au supermarché. Donc le tout, c'est d'essayer de faire les choses soi-même et de limiter vraiment ces produits-là. Donc je conseille vraiment de faire les choses maison. Quand on voit cette liste-là de colorants adaptés à chaque aliment, enfin en fonction des conservateurs aussi qu'on y ajoute, tout à l'heure on va vous montrer aussi une autre avec la liste de la dangerosité selon les colorants et selon les additifs qui sont mis, ça fait peur. C'est-à-dire que si maintenant on fait les courses et qu'il faut se mettre en tête, voilà, regardez ça, si on peut le mettre plein pot à l'écran, c'est incroyable. Parce que là, la liste, elle est gigantesque, neurotoxique, cancérigène, toxique pour le système digestif et peuvent provoquer des allergies. Mais ça veut dire on est forcément sur un paquet de n'importe quoi qu'on achète, on va retrouver au moins un de ces petits logos-là. Tout à fait. Alors, il faut justement se dire que c'est pas parce qu'on consomme une fois qu'on va justement se déclencher certaines choses. C'est vraiment, il faut consommer au quotidien et vraiment en grande quantité. Mais c'est là aussi, bon là on parle du trouble de déficience, mais on peut avoir des problèmes digestifs au long terme à force de consommer des produits industriels en fait. Alors, on préfère aussi les sucres lents au sucre rapide. Ça évite le coup de fouet justement. Alors, le fait de manger trop de sucre rapide influence justement au long terme une hypoglycémie et donc du coup, ça va accentuer l'aspect de
l'irritabilité encore plus chez l'enfant. Donc on n'interdit pas le sucre, mais on le limite à tout prix. On préfère les sucres lents à index glycémique lent, enfin les sucres à index glycémique lent, c'est-à-dire plutôt les pommes de terre, les pâtes, le riz, le pain, etc. On n'interdit pas, mais il faut limiter. Plus on va donner du sucre à un enfant, et pire ce sera en fait. D'accord. Ça, on fait attention. Est-ce qu'on peut gérer et contrôler les carences ou les apports en fer, justement, par rapport à cette hyperactivité ou cette hypersensibilité? Est-ce que le fer a un rôle précis à jouer dans ce cas-là, dans ces cas-là? Le fer, le zinc et le magnésium ont une importance justement, c'est-à-dire que ça a été prouvé qu'une diminution de ces minéraux-là ont tendance justement à accentuer quoi. Donc on fait attention et on dose, on demande au médecin traitant de doser pour savoir est-ce qu'il n'y a pas une carence. Après, dans l'alimentation, on le trouve le fer principalement dans les viandes rouges, dans tout ce qui est légumineuse, les lentilles, les flageolets, etc. Le zinc plutôt dans les bases de crustacés. Et après, le magnésium, bon, on connaît aussi le fameux chocolat en général, ou après les oléagineux. Donc en fait, il faut vraiment que l'alimentation de l'enfant soit équilibrée, et non pas basique, c'est-à-dire comme dans beaucoup d'enfants en général, des pâtes et des knackis, comme par exemple. Il faut vraiment qu'il y ait une diversité surtout pour éviter justement de complémenter l'enfant en plus, sans oublier justement les acides gras essentiels. Et c'est pour ça qu'on a cette photo, les oméga-6 et les oméga-3. Il faut baisser les oméga-6 donc, et augmenter les oméga-3 dans l'alimentation. On va graisser un petit peu notre cerveau et ça va nous faire du bien. Tout à ça, fait. c'est valable pour tout le monde, hyperactif ou pas d'ailleurs. Alors tout à fait, il faut savoir aussi que pourquoi on les appelle les oméga, parce que c'est les acides gras essentiels que le corps les synthétise pas, donc on est obligé de les puiser dans notre alimentation. Donc il faut vraiment que l'alimentation de l'enfant soit hyper diversifiée en fait, et non pas restrictive. Plus spécifiquement pour ces enfants concernés par cette hyperactivité ou ces troubles de la sensibilité, on est d'accord, du comportement, pardon. Oui, ce qui va justement influencer plus une sécrétion de la dopamine et rendre l'enfant vraiment beaucoup plus stable. D'accord, donc plus que d'habitude et plus que pour des enfants plus tranquilles, on gère l'équilibre dans l'assiette. On essaie de faire attention à ça. On gère l'équilibre, on essaie de faire au maximum du maison, des produits non transformés en général, sans pour autant être trop strict non plus sur l'alimentation, c'est-à-dire un régime sans gluten, sans sucre, sans machin, etc. Parce que l'enfant est quand même en pleine croissance. Et plus il y a de la restriction, plus il y aura de la compensation aussi plus tard. Donc il faut que ça soit un suivi médical, un suivi aussi nutritionnel aussi, avec le suivi au niveau du médecin. Et il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, en fait. Mais il faut que l'alimentation soit la plus équilibrée possible, en fait. D'accord. Et le plus à son goût aussi, tant qu'à faire. Il faut essayer de l'amener à une nourriture qui lui plaise. C'est ça qui est peut-être un peu plus complexe. Chez certains enfants, c'est vrai que le fait de consommer des fruits et légumes, ça c'est beaucoup plus compliqué aussi. Donc après, il faut trouver les astuces justement pour pouvoir diversifier au maximum et que l'enfant puisse justement aimer ce qu'il mange aussi. Très bien. Merci beaucoup Marie pour tous ces conseils précis. En cas de trouble du comportement justement ou d'une hypersensibilité, comment adapter son alimentation. On se résume, on détecte l'éventuelle carence en fer, on rajoute des acides gras essentiels, on évite le gluten, les œufs et le lait s'il y a une allergie. Et on fait très attention aux colorants qui peuvent se trouver dans cette alimentation en privilégiant aussi les sucres lents et non les sucres rapides. Tout à fait. Voilà, on s'est résumé. Anne-Sophie, peut-être quelques questions ou quelques témoignages face à cette hyperactivité. J'ai reçu le témoignage d'une maman qui se prénomme Sylvie et qui me parle de son fils Lucas et qui en fait est atteint de ces troubles hyperactifs. Elle dit en fait ce qui m'a alertée, c'est que quand il avait 5 ans, il me disait ma tête va trop vite, je n'arrive pas à m'arrêter. Ah oui. Donc elle a évidemment outre les médicaments pour sa pathologie aussi changé son régime alimentaire et elle constate un vrai mieux depuis qu'elle a changé son régime alimentaire. L'hyperactivité se calme et ça se ressent puisqu'à l'école, il arrive à avoir une vie tout à fait normale. Donc elle dit, c'est vrai que c'est dur quand on est maman de se dire qu'on ne va plus pouvoir donner de glace, de yaourt, de fromage, de chocolat, pour ne citer que cela, à son enfant. Alors elle a un petit truc utile, comme elle dit, si vous êtes concerné, pour sevrer les enfants de leur envie de céréales, parce qu'elle avait un petit bonhomme qui adorait son bol de céréales sucrées le matin. Elle mettait une poignée de céréales avec un produit plus riche en fibres qui ne renferme pas plus de 2 grammes de sucre. Et puis, elle a diminué petit à petit la quantité de la poignée qui est devenue de plus en plus petite. Et voilà, et aujourd'hui, Lucas ne prend plus du tout de céréales sucrées au petit déjeuner. C'est un petit truc comme ça de maman. Tous les coups sont bons. Oui, mais vaut mieux y aller en diminution comme ça plutôt qu'en interdiction parce que du coup, plus on interdit, plus l'enfant va avoir besoin, va vouloir compenser et peut-être plus tard à l'âge adulte. Et puis, à l'école aussi, en fait. Donc, si l'enfant
comprend que c'est bien pour sa santé et qu'il sent du mieux aussi, parce que l'enfant n'est pas bien non plus, donc du coup il va le faire, mais pas d'interdit. On va en diminution comme ça, et ça c'est très très bien en fait. Bonne technique, bravo. Voilà, donc la petite poignée, de plus en plus petite. La poignée devient pincée et disparaît complètement. Merci Sylvie pour cette petite astuce. J'ai 2 petites photos, Thibaut, Allez, vous êtes preneur? On prend. Allez, on commence par Ludivine qui habite à Ham et qui nous a envoyé une très jolie photo. Regardez ce paysage, comme la photo est magnifique. Et puis une photo prise quelques jours par, que je retrouve son prénom, Joli, Monique de Brouchy. Voilà, c'est un joli arc-en-ciel qui apporte du bonheur, comme vous, tous les matins, dans notre téléviseur. Thibaut. Bravo. Elle est magnifique cette photo, merci beaucoup. Merci de nous l'avoir envoyée. Merci Marie de nous avoir éclairé sur le sujet. Direction maintenant Bruges, on va retrouver Manu. Et Manu, il sky ce matin, il a très froid. Alors, franchement, autant on a annoncé une météo glagla, enfin pas glagla, mais pas bonne, de la pluie, du vent, tout ça. Mais alors vous, là, vous devez prendre cher. Il fait combien autour de vous, là, Manu, à peu près? Il fait moins 6 degrés, Thibaut. Alors, effectivement, il fait un peu froid, mais il faut se couvrir, c'est pas grave. Mais c'est sec, donc ça va, c'est pas trop pénétrant, tout va bien. Alors, je voulais qu'on commence avec Alexander Demann. Bonjour, Alexander. Bonjour. Alors, vous êtes l'organisateur de ce festival de sculpture sur glace. Je voulais savoir 2 questions, 2 réponses techniques d'abord. Comment vous faites pour maintenir le froid dans cette grande pièce qui est dans ce grand, en fait, c'est un entrepôt, en fait, dans ce grand entrepôt. Comment vous faites? Oui, ici, nous sommes à l'intérieur d'un hangar métallique fermé hermétiquement. Le froideur reste à l'intérieur. On a ajouté pas moins de 500 tonnes de glace à l'intérieur. Alors, le froideur reste à l'intérieur. Et on a ajouté 200 panneaux solaires pour la réfrigération à moins 6 degrés. C'est la bonne température pour conserver le statut jusqu'au 6 janvier. D'accord, jusqu'au 6 janvier. Donc il y a des panneaux solaires qui font l'électricité en haut et qui permettent donc de conserver ce froid. Je voulais savoir également, la glace, elle vient d'où? Elle a été créée là sur place ou elle vient d'ailleurs? Oui, ici on parle de 3000 blocs de glace, oui, c'est-à-dire 500 tonnes de glace, c'est à peu près 25 camions. Et la glace est produite ici, locale, chez nous. Alors c'est l'eau communale de la ville de Bruges. Et après le festival, tous les statues de glace se rendent dans l'eau communale. Et voilà. D'accord, très bien. Alors on va parler du côté artistique, hein, c'est magnifique. Regardez ce que filme Jean-Marie. Alors il y a des trolls, il y a des personnages imaginaires. Est-ce que vous avez un thème particulier cette année? Non, pour cette année, nous présentons le musée numérique dans la glace. Autour du monde, c'est la première fois. Oui. Et nous avons transformé les 3000 blocs de glace aux 80 sculptures de 2 à 6 mètres d'auteur. Et le thème, c'est libre. Nous étions presque 40 artistes pendant un mois avec une thématique libre, beaucoup sur la mythologie grecque, romaine. Et c'est un grand palais de glace avec une forêt enchantée, avec plein de habitants un peu bizarres. Un peu on a vu un lutin, étrange. Là on voit une sorcière. Les gobelins. Comment ça fonctionne pour les jeux de lumière et la musique comment ça fonctionne pour les jeux de lumière? Est-ce que ce sont des ordinateurs qu'il y a derrière les murs de glace? Oui, nouveau pour cette année, on a changé l'illumination classique qu'on a utilisée depuis 16 ans avec des panneaux LED. Alors pour nous, c'est l'éclairage plus intelligent. Avant, sur le festival, ici, les visiteurs, millions de visiteurs ont pris millions de photos. Oui. Maintenant, ça change en vidéo. Au lieu de prendre des photos, ils prennent des vidéos maintenant, les visiteurs. Ça c'est la grande nouveauté pour cet hiver. Très bien, on laisse admirer. Le public commence à arriver, hein, il est 10h. Alors on rappelle une petite info pratique, ça ouvre de 10h à 19h et c'est place de la Gare à Bruges. On a parlé du thème. Je voulais savoir, vous dites millions de visiteurs. C'est sur combien d'années? C'est sur toutes les années, c'est ça? Sur un an, il y a combien de visiteurs qui viennent ici? Pour nous, c'est déjà le 17e anniversaire du festival à Bruges. Et chaque année, on atteint à peu près 150 000 visiteurs par saison. Alors, on parle de
millions de visiteurs et ensuite, voilà, 1 million de photos. Et maintenant, ça se transforme en des vidéos. C'est l'animation vidéo. C'est un jeu après les murs de glace, après les statues. Et pour nous, c'est beaucoup plus féerique. C'est une grande nouveauté et c'est la première fois autour du monde. Les spectateurs ont le droit de prendre des photos, de filmer? Oui, bien sûr, c'est même conseillé de prendre des photos et de filmer, bien sûr. C'est l'événement le plus magique de la Belgique, bien sûr. Alors on va découvrir un autre univers. Là, c'est l'Égypte antique. Alors regarde Jean-Marie, sur ta gauche, voilà, l'Égypte antique. Oui. Ici, on voit des... Alors, une petite information pour les téléspectateurs, il y a 2 couches de glace. Hein. Il y a la glace translucide qui constitue le mur, oui. Et puis la glace avec un peu de lait dedans. Oui, c'est ça. Ce qui permet de rendre le côté opaque, en fait, hein, c'est ça? Voilà. On n'a que 2 éléments à jouer. C'est la glace transparente, c'est clair comme cristal. Oui. Et ensuite, la glace translucide. Là, c'est la même production de glace, mais on ajoute du lait dans la glace pour avoir du glace blanc. Et comme ça, avec les 2 ingrédients, les 2 éléments, on peut créer un genre de relief pour bien présenter les détails dans les statues. Très bien. On va peut-être poser une petite question à ces messieurs-dames. Bonjour messieurs-dames. On est en direct sur France 3. English. Are you enjoy? Are you... Yes. Very good. We come every year if we can. Every year. Vous venez toutes les années, c'est ça? Yes. Vous venez d'Angleterre? No, English. England? Where are you from? Scunthorpe, North Lincolnshire. North England. So you came specially to see the festival? Oh no, we come here at this time of the year. Oh, very nice. Thank Is you. it not too cold inside? It's cold. It is cold? Well, it would be, wouldn't it? And will you take the slide? Tu vas prendre le toboggan, Merci. la glace? Will you take the ice slide? Le slide dans la glace? Merci Alexander. Qu'est-ce qu'ils ont dit brièvement? Ils ont dit qu'ils venaient de Scotland, c'est ça? Et que... Oui, particulièrement pour Ouais. visiter le festival et il vient chaque année. Très bien. Alors voilà. Merci beaucoup messieurs, dames. A tout de suite Thibaut, on se rejoint ici, il y a un toboggan et il y a des animations pour les enfants. Enfin, il y a un super toboggan, vous allez voir ça dans un prochain direct. A tout de suite. Thank you very much, my dear Manu. On revient vous voir dans un instant pour continuer cette petite promenade à Bruges en direct dans ce froid des -6 degrés et de ce magnifique festival de sculpture sur glace. On va parler des enfants maintenant et de l'amour que les parents peuvent porter aux enfants, au pluriel enfants. Parce que quand il y en a plusieurs, eh bien, parfois, on peut se poser la question de savoir si on aime différemment ou on aime de manière identique ses enfants. C'est souvent une forme de culpabilisation et de culpabilité des parents. Marilène, vous n'allez pas me dire le contraire, parce que souvent, les parents se posent la question, est-ce que j'aime mes enfants de la même façon? Est-ce que la réponse est oui? Est-ce que la réponse est non? Mais la réponse est non, Thibaut. C'est pour ça que j'ai voulu proposer cette chronique, parce que j'entends souvent dans mon cabinet justement des parents qui se posent la question, mais j'ai l'impression de ne pas aimer mes enfants de la même façon, est-ce que c'est normal? Oui, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'ils les aiment moins ou plus, Non. c'est juste que c'est différent. C'est différent. Chaque enfant est singulier et unique. Donc à partir de ce postulat, de toute façon, on ne peut pas aimer ses enfants de la même façon. Il y a vraiment beaucoup de paramètres. D'abord, l'amour, ça ne se compte pas en quantité, mais en qualité. Hein. Il en va de même, si vous voulez, avec une relation avec un père, une mère, un frère, une sœur, une maîtresse, un amant. C'est une question de qualité. Ce n'est pas une question de quantité. Il faut savoir aussi que l'amour, notamment l'amour, je dirais, parental, l'amour maternel, paternel, ça se démultiplie. Moi, je dis toujours, le cœur d'un parent, c'est un artichaut. Hein. C'est-à-dire que plus on l'épluche, plus il y a de feuilles. Donc, effectivement, il y a de la place pour l'ensemble des enfants. D'accord. Sauf qu'effectivement, quand on se met à avoir des enfants, on a des projections sur les enfants. Et bien évidemment, ça varie en fonction de la place de l'enfant. La place de l'enfant dans la hiérarchie, on va dire, dans la chronologie. Et ça renvoie à l'histoire personnelle de l'enfant que l'on a été. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui se jouent, si vous voulez, inconsciemment, si vous voulez, quand on a des enfants, dans l'enfant qu'on a été et la position qu'on a eue dans la fratrie. Alors bien évidemment, si on a été un enfant unique, la question ne se pose pas. J'allais dire. Mais sachez que
des parents qui ont été des enfants uniques se posent beaucoup la question, quand justement il y a un deuxième et un troisième, à l'idée s'ils vont pouvoir aimer, si vous voulez, d'ailleurs c'est leur phrase, autant le deuxième que le premier, parce que eux justement n'ont pas eu à connaître cette situation, c'est-à-dire de concurrence. De concurrence, si vous voulez, j'allais dire de partage de cet amour parental. Prenons un exemple très concret d'une famille avec 3 enfants. Le premier, on l'acclame, parce que c'est le premier. Le deuxième, on est évidemment très heureux de l'avoir, mais quand il y a un troisième qui arrive, on sait que c'est le dernier, donc il y a un amour différent. Et résultat, la position du numéro 2 est souvent, pose souvent la question. On se dit souvent, je suis numéro 2, donc je suis un petit peu moins aimé que les deux autres. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, je ne sais pas si c'est vrai, ça dépend de l'histoire de chacun, mais c'est vrai que beaucoup d'enfants numéro 2 ont un peu cet état des lieux, si vous voulez, question. On appelle ça l'enfant sandwich, c'est-à-dire qu'il est coincé vraiment entre les deux. Il est vrai que l'aîné a toujours une position particulière, parce que c'est avec l'aîné qu'on est dans le devenir parental, on est dans le devenir mère, c'est-à-dire qu'on apprend à devenir mère, père, parent avec l'aîné. Donc c'est un enfant, si vous voulez, qui est rempli de projections inconscientes, l'aîné, puisqu'il est tant désiré, c'est la découverte quand même aussi de la parentalité avec l'aîné, donc il a toujours une position particulière. D'ailleurs, on pourra faire aussi une émission sur les aînés, parce que les aînés portent aussi des choses qui ne sont pas faciles. Oui, une responsabilité. L'exemple, vous voyez, on dit toujours, il faut que tu montres l'exemple à ton frère et à ta sœur. Ça fait grandir aussi. Ça fait grandir, bien évidemment. Il est vrai que le petit dernier, effectivement, il a cette position aussi particulière où, en tant que mère, si à partir du moment où on est dans cette idée que ça sera le dernier, on fait le deuil des futures maternités. Donc, du coup, souvent, on dit que, si vous voulez, il est le chouchou. Donc, se pose la question des préférences des enfants. D'où la thématique où, en fait, ce n'est pas une question de préférence, c'est qu'on n'aime pas ses enfants de la même façon, étant donné que, si vous voulez, il y a plein de paramètres qui se jouent, si vous voulez. D'abord, l'aîné, je l'ai eu à 18 ans, et le dernier, je l'ai eu à 35 ans. Oui. Et entre 18 et 35 ans, je ne suis pas la même. Oui. Donc, automatiquement, je ne peux pas aimer mes enfants de la même façon. Et puis, parce que l'aîné, c'est une fille, le dernier, c'est un garçon. Et vous comprenez que si les parents, eux, ont du mal à comprendre, puisqu'ils découvrent aussi ça, les enfants qui, entre guillemets, subissent ça, ont encore moins la compétence pour comprendre. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les enfants, aujourd'hui, sont en capacité de poser la question. Oui, mais tu fais toujours des différences, tu préfères ma sœur à moi, c'est toujours à moi que tu demandes, etc. Ce qui est intéressant, si vous voulez, justement, c'est d'en discuter en disant « Ah bon, pourquoi tu ressens ça ? Explique-moi, donne-moi des exemples. » Et je pense qu'à partir, si vous voulez, de ce postulat-là, si vous voulez, donc derrière tout ça se joue la jalousie fraternelle, les choses vont s'aplanir, si vous voulez. Et c'est intéressant d'entendre l'enfant, justement, les revendications qu'il va avoir par rapport à cela. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand même de lui expliquer que ce n'est pas une question de préférence, mais qu'il y a aussi une différence d'âge, que donc effectivement, peut-être qu'en tant que maman, oui, c'est vrai, je ne me suis pas rendu compte, j'ai passé plus de temps dernièrement avec ta sœur aînée, donc dans ces cas-là, j'entends ce que tu me dis et je vais rectifier le tir, je vais passer du temps avec toi. Alors moi, ce que je conseille aussi toujours, justement, dans cette question, quand il y a des revendications comme ça, je pense que c'est important de faire des choses avec l'ensemble de ses enfants, dans la fratrie, mais je propose toujours de privilégier des temps individuels, avec l'aîné, avec le deuxième, avec le troisième. Parce que, pas ensemble. Pas ensemble, chacun si vous voulez, en fonction de ce qu'ils aiment, parce qu'il n'y a aucun enfant qui se ressemble, ça il faut l'entendre, que chaque enfant a sa personnalité, a son tempérament. Ça nous renvoie aussi à la personnalité que l'on a, et on peut, pour une histoire de personnalité, de caractère, de tempérament, mieux s'entendre avec le deuxième qu'avec le premier, parce que c'est des histoires de personnalité. Et je crois que ça, si vous voulez, à partir du moment où on a conscience de ça quand on est parent, les choses sont moins difficiles. Françoise Dolto avait cette phrase qui est très belle, les enfants d'une même fratrie n'ont pas les mêmes parents. C'est vrai. Mais alors ça, encore une fois, il faut être parent pour comprendre ça. Oui. Mais le problème de fond est finalement la communication.
Oui, bien évidemment. C'est-à-dire de dire les choses et de si problème il y a de ressenti, le mieux est d'essayer d'en parler le plus rapidement possible bien pour évidemment, remettre les choses, bien évidemment. se rendre compte qu'il finalement il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça a été quand même toute l'œuvre de Dolto, de montrer la communication, qu'à travers la parole, si vous voulez, on pouvait dénouer, décoder, si vous voulez, les comportements et les conduites des enfants. Parce que parfois, si vous voulez, voyez un enfant qu'on va nommer polisson, vous voyez, faut s'interroger pourquoi il est aussi polisson. Qu'est-ce qu'il rejoue au sein de cette fratrie? Quelle projection les parents ont fait? Il y a aussi la question de la répétition, c'est-à-dire l'enfant qu'on a été. Je prends votre exemple que vous m'avez donné. J'ai été la deuxième de la fratrie et j'avais l'impression d'être, entre guillemets, moins aimée, si vous voulez, que ma sœur et mon frère. Eh bien, j'ai 3 enfants également et il s'avère qu'avec la deuxième, j'ai des difficultés. En fait, inconsciemment, je suis dans la répétition de ce que je n'ai pas réglé moi-même, si vous voulez, inconsciemment, de l'enfant que j'ai été avec mes propres parents. C'est quelque chose qui se transmet, si vous voulez, au niveau générationnel et qui se rejoue inconsciemment dans ces questions de fantasmes, de projection, voire de répétition inconsciente. Très bien, merci beaucoup Marie-Hélène. Je vais terminer avec cette belle phrase, c'est pas Françoise Dolto qui le dit, mais c'est Marie-Hélène. Les amours sont comme les chansons, elles n'ont pas toutes les mêmes paroles, pas toutes les mêmes musiques. Voilà. Bravo, merci Marie-Hélène. Vous devriez Thibaut. écrire un livre de citations pour mieux comprendre aussi toutes ces démarches psychologiques. Anso, peut-être quelques témoignages, et sinon, oui, je vois quelques photos en attente dans la liste. Ah ben oui, mais on a des témoignages et pile poil celui que vous avez évoqué avec Marie-Hélène, puisque Fabienne qui a 3 enfants, l'aînée bientôt 18 ans, la seconde 16 ans et la dernière 12 ans, dit « Ma fille de 16 ans pense que nous l'aimons vraiment moins que son frère et sa petite sœur. » Elle dit « Pourtant, on échange souvent avec elle, mais on n'arrive pas à lui faire comprendre qu'on l'aime, mais pas de la même façon que les 2 autres. Voilà, que chaque enfant est aimé différemment, au point qu'elle se plaint à sa famille et à ses amis en disant « Moi, mes parents ne m'aiment pas. » Donc, ça peut aller très, très loin quand on a 16 ans et qu'on a ce ressenti, se disant « Mes parents ne m'aiment pas. » Ah oui, ça peut être très compliqué pour l'avenir de cette adolescente qui sera un jour elle-même une jeune femme et peut-être parent. Alors, il ne faut pas perdre espoir, il faut que les parents continuent à discuter avec elle pour aller essayer de comprendre pourquoi elle a ce sentiment. Et puis, en tant que parent, s'interroger sur soi, sur qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'elle en arrive à ce point-là, à ressentir ces choses-là. Alors, moi, je dis toujours, c'est à l'insu de son plein gré. C'est-à-dire que c'est très inconscient, en fait. Et c'est intéressant, en tant que parent, de s'interroger justement de soi. Dans cet exemple-là, est-ce que la maman était aussi la deuxième de la fratrie? Comment ça s'est passé pour elle? Et ça voudrait dire que c'est des choses qu'elle n'a pas résolues, mais elle n'en a pas conscience, et qui se rejouent avec sa fille, et qui plus est adolescente, si vous voulez, de toute façon, elle vient aussi titiller ça, parce que derrière, il y a aussi la relation mère-fille, en sachant que l'aîné est un garçon. Donc, vous voyez, il y a aussi d'autres choses qui viennent se jouer par rapport à cela. Il n'y a pas de schéma type. Il n'y a pas de schéma type. Non, chacun a son histoire personnelle. Et donc, effectivement, le schéma type en psychologie, ça n'existe pas. Très bien. Merci Marie-Hélène. Bon, et il faudra vraiment aborder le thème de l'aîné, parce que j'avais une maman de 4 enfants qui me parlait des problèmes avec son aîné. Donc, je pense que c'est important d'envisager une petite chronique, Marie-Hélène, un jour sur les aînés. Ça peut être, ça peut être bien. Allez, on passe commande. Et moi, je reviens vers vous tout de suite avec des photos. Regardez, la première est signée Marie-Cella, qui habite à Jeaux. C'est pas très loin de Compiègne, c'est dans l'Oise. Alors, ça n'est pas une photo du jour. Merci Marie-Cella de nous avoir envoyé cette belle lumière. Ça nous fait du bien avec le ciel tout gris que nous avons sur les Hauts-de-France depuis ce matin. Et puis, regardez, Laetitia habite Incheville, dans le 76. Et elle est allée l'année dernière à l'exposition Où est Manu ce matin en direct. Elle dit c'était magnifique. Elle voudrait qu'on lui rappelle le thème de cette année. Alors Thibaut, si j'ai bien entendu, le thème de cette année, c'est le numérique dans la glace, c'est ça, non? On va aller lui demander confirmation, si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord. Oui, je suis d'accord. Ok, allez, on y va. Merci Marie-Hélène d'être venue sur ce plateau. Et direction Bruges maintenant avec une question donc précise à poser à Manu. Bruges en Belgique donc évidemment. Alors Manu, est-ce que vous pouvez nous rappeler le thème de cette année? Question posée indirectement à Anne-Sophie. Alors c'est la mythologie Thibaut, c'est la mythologie grecque, romaine et égyptienne, et c'est aussi l'univers fantastique. Alors là je m'apprête à me lancer sur le toboggan, je ne sais pas si ça va vite, on va voir tout de suite. Ah bah non, ça ne marche pas de chance. Voilà, on va faire comme ça. Wallé.
Et voilà. Voilà, je rejoins Alexander Deman. Voilà. Voilà. Oui, oui, oui. Alors, il y a une petite tablette que j'ai utilisée tout à l'heure, mais j'ai été très très vite. Donc là, j'ai essayé sans la tablette. Voilà les enfants qui arrivent. Je peux vous montrer comment faire avec le plateau? Avec le plateau? Bien sûr. On va rester avec moi, on va discuter, on va plutôt aller boire un verre de vin chaud de glace. Dans un verre de glace. Voilà. Mais avant, on va interroger madame. Madame, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez ici? Non, il y a quelques ans, je suis venue aussi, oui. Vous êtes de la région? Je suis de Bruges. Qu'est-ce que vous pensez des sculptures? C'est magnifique, féerique, les enfants aiment. Surtout les figures de bandes dessinées, il y a des figures d'Égypte et ils reconnaissent tout ça dans leur... C'est la première fois qu'ils viennent, les enfants? Oui, c'est la première fois. Ils sont ravis? Ils sont ravis parce qu'il y a un qui est là et qui trouve top, mais l'autre, il a trop froid et il est sorti. Mais il va revenir tantôt. D'accord, très bien. On va continuer notre petite balade. Vous venez, Alexander? Voilà. On va aller par ici. Le toboggan, cette année, mesure 24 mètres de longueur. Il est un peu plus grand que les années précédentes. 24 mètres de longueur. Alors, Jean-Marie, regarde à gauche. Voilà les petits verres en glace. Alors, c'est pas à emporter parce que, bien sûr, ça fond. Mais on peut consommer... Oups, là, j'ai perdu le N-1, c'est pas grave. Voilà. On va au bar de glace en eau? On va aller voir un peu les personnes qui viennent ici. Bonjour, madame. Vous parlez français? Vous me faites la traduction, Alexander? English or French? English? Where are you from? Vous êtes d'où? South of England. South of England? Yes, Devon. Vous êtes venu spécialement pour visiter le festival? Did you came specially to visit the ice sculpture? Well, we came for the Christmas market. The Christmas market? Yeah. You think it's a nice combination? C'est une belle combinaison? Yes, very good. Yes? Yes. Voilà, alors en fait, madame est en train de raconter qu'elle vient pour le marché de Noël de Bruges et qu'elle en profite pour venir à Ice Magic, ici sur la place de la gare. Ça vous plaît? C'est joli à voir, c'est très beau. Do you like it? Yes, love it. Is it not too cold? C'est pas trop froid? A little bit cold, but It's a little bit cold. Yeah. Okay. Very good. Thank you. Merci. Thank you. Voilà, on va continuer notre balade. Alors, on va boire un petit verre? Oui, allez, on y va, parfait. c'est parti. On va en profiter pour voir la vue qui est exceptionnelle ici en haut. Aussi, ça c'est une nouveauté cet hiver qu'on a mis le bar de glace en eau sur un premier étage. Oui. Maintenant, nous sommes sur une hauteur de 3 mètres. Et là, on sert des boissons dans des vrais verres de glace. D'accord, très bien. On va pouvoir voir les enfants ici qui font du toboggan. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé, Alexander? D'abord, la raison pour laquelle on a mis le bar de glace sur une plateforme de 3 mètres d'auteur, parce qu'ici, on a une belle vue, un panorama sur le vidéo show qui prend la vidéo animation qui prend 32 minutes dans son total. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est 32 minutes. Les gens restent combien de temps, à peu près, en général? Voilà, la ici visite, à peu près, mentionné sur Google, c'est 45 minutes. Et j'ai l'idée, cette année, il reste plus long pour voir toute l'animation, toutes les vidéos, parce que maintenant, il prend des films au lieu des photos. Alors, je pense qu'il reste plus long de temps à l'intérieur. Très bien. Voilà, on voit une sirène. On va voir les enfants qui font... Alors, on voilà, se sert un... ici, j'ai déjà mis 2 verres de glace. D'accord. Et le Genèvre. Oula. Voilà. À boire avec modération. Voilà. Alors, attendez, je vais vous aider. Merci. Je vais vous tenir le micro. Merci. Voilà, et tout se fait dans des vrais verres de glace. Comme ça, c'est la meilleure température pour servir du vrai Genèvre pendant la période de Noël. Voilà, merci. Merci beaucoup, Alexander. On va trinquer pour terminer cette séquence. C'est parti, voilà. Santé. Cheers. Merci beaucoup. Ça glisse un peu sans gants, hein, mais c'est très bon. Merci beaucoup. À boire avec modération. Je vous dis rendez-vous dans quelques instants pour le mot de la fin, Thibaut. Et là, je vous promets que je vais faire le toboggan avec la petite tablette. Vous allez voir, ça va très vite. Voilà. C'est très bien, à tout de suite. 10h32, la vodka à 10h32, c'est pas conseillé, mais là c'est pour une émission et c'était avec modération, bien évidemment. Mais vodka
plus glace, plus toboggan avec Manu en direct dans 6 minutes. Je pense que ça vaut le coup de rester avec nous jusqu'à la fin pour voir ça. Direction Béthune maintenant, allez, pour notre petit reportage de fin d'émission. On va aller visiter l'ancienne Banque de France. Là-bas, on a enlevé les tiroirs caisses, on a enlevé les billets, on a vidé les coffres et on laisse les locaux disponibles pour faire des expositions temporaires d'art contemporain. Et parfois même, vous allez voir que ça se transforme en salle de classe. Il y a une très bonne ambiance là-bas. Petite visite, sans commentaire. C'est un extrait des Gens des Hauts, diffusé le dimanche midi avec Camini. Regardez. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à Béthune, dans l'ancienne Banque de France. Vous pouvez me suivre, je vais vous proposer de visiter. La vocation de ce lieu, c'est de faire savoir à tout un public sur ce territoire et même au-delà de ses frontières que l'art contemporain, c'est un domaine qui est accessible à tous. Ce lieu est un peu atypique. Il présente cependant de nombreux avantages et notamment son étagement, puisque nous sommes ici dans la salle des coffres. C'était le lieu le mieux gardé de toute la région à l'époque où la banque était en fonctionnement. Et puis ont également été réhabilités au premier étage l'appartement du directeur, ce qui permet d'avoir une idée assez précise de ce qu'était le niveau de vie d'un directeur de Banque de France vers la fin du siècle dernier. Il y a un partenariat qui est extrêmement important, c'est celui que nous avons établi avec l'Éducation nationale. Et donc l'offre est double, il peut s'agir d'une visite unique et on a aussi la possibilité d'aller un peu plus loin en proposant un parcours. Et donc là, on sera sur un travail à thème avec une classe qui reviendra 4 à 5 fois sur le lieu pour pratiquer des ateliers. Ici, on est dans la salle pédagogique de la banque avec les élèves de 4e du collège Liberté d'Anzin. Et après une visite où on a évoqué le volcan Pompéi, on va travailler à recréer la ville de Pompéi en pâte à modeler. Et en gros, l'idée, c'est de pouvoir développer ici les arts plastiques, pas uniquement que sur le dessin, que sur la photo. L'idée, c'est de replonger un petit peu sur des matières premières, la pâte à modeler. C'est avec eux qu'on va travailler à prendre des habitudes culturelles, à pouvoir les faire apprécier de venir faire une visite au musée. C'est avec eux qu'on va essayer de bâtir un peu les nouveaux citoyens de demain. Voilà, extrait des Gens des Hauts, donc diffusé le dimanche midi avec Camini. On était à Béthune au cœur de cette petite promenade de la l'ex-Banque de France. Anne-Sophie, allez, on va se quitter avec quelques photos avant de se dire au revoir, parce qu'il nous reste quoi, 3 minutes 45 d'émission. Oh bah, je les prends pour moi toute seule. Non, parce que j'ai un petit truc à vous dire, j'ai une bonne action à vous demander. Voilà, parce que ce week-end à Ronchin a lieu le festival Solidarité Hembourg. Alors vous allez voir passer les petits flyers de ce festival. Alors qu'est-ce que c'est que ce festival? Eh bien, il est organisé par le Black Note Big Band au profit, tout simplement de la pouponnière, en soutien de la pouponnière Vivre Ensemble de Hembourg au Sénégal. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'organiser un week-end pour essayer de récolter un maximum d'instruments de musique qui dorment dans tous les ensembles musicaux, dans toutes les sociétés musicales des Hauts-de-France. On le sait, nous sommes une terre de musiciens, puis parfois des instruments sont un peu oubliés. Et en fait, certains membres de ce jazz band, enfin ce Black Note Big Band, vont aller au Sénégal apprendre la musique aux petits et essayer de former une fanfare et faire des concerts avec eux. Donc il y a 2 jours de festivités avec des spectacles pour enfants le samedi matin, spectacle également pour enfants le dimanche matin. Et puis regardez, il y a un très beau concert de clôture avec quelqu'un qu'on avait invité sur ce plateau, Thibaut Simon Fache. Il y a aussi Bertrand, voilà, il y a aussi Bertrand de Ruiver qui est un imitateur aux multiples talents. Il y a une superbe affiche, il y a Jeff Kino, etc. Les tarifs, c'est 10 € par personne, 28 € pour la famille complète avec un petit ticket de tombola. Voilà, il faut aller leur donner un petit coup de pouce. Merci, voilà Thibaut, j'ai bien pris un peu de temps là. Suffisamment. Allez, le programme de demain, avant d'aller voir Manu qui se prépare, là, le bobsleigh.
Bah, écoutez, figurez-vous que demain, il paraît que Jérôme Jean a un coup de cœur pour faire du sport en 10 minutes. Ça paraît incroyable. Moi, je veux voir ça, donc je serai là demain. Moi, j'y crois pas non plus. Les réductions, moi non plus, j'y crois pas. Les réductions utiles, ça, c'est important à connaître dans le cadre des isolations de maison. Et puis, bien-être, nous prendrons soin de nos oreilles. Eh ben, merci beaucoup pour ce beau programme. Rendez-vous demain, 9h50, bien sûr, avec Anne-Sophie. On attend vos questions, vos réactions, vos photos, tout ça, sur 9H50 HDF. @francetv.fr. Direction la piste de bobsleigh de Bruges. On est en direct avec Manu qui nous a promis cette magnifique descente. Manu, attention quand même. Allez, c'est parti. Oui, je fais attention Thibaut. Je vous rappelle les infos pratiques, c'est ouvert de 10h à 19h tous les jours de la semaine. C'est une dizaine d'euros et c'est parti, regardez. Wouhou. Wouhou. Demain, le programme de demain, on sera à Carvin chez une pâtissière, Véronique Delavie. Elle a changé complètement de métier. On vous explique tout ça demain dans 9h50 le matin. Effectivement, ça va beaucoup plus vite. Bravo Manu et merci pour cette belle émission en direct à Bruges, donc avec ce grand festival de sculpture sur glace à Bruges avec ce thème donc de la mythologie. On se quitte avec des cartes météo moins funky que ce qu'on vient de faire comme petite séquence. C'est gris, c'est pluvieux. Et il y a du vent, un petit vent du sud, donc on va dire que c'est un vent doux, voilà. Et du coup, les hausses des températures, et là, vous allez le constater, puisque les maximales en ce mercredi après-midi iront jusqu'à 13 degrés à Boulogne-sur-Mer, entre 10 et 13 degrés sur l'ensemble de la région, voilà. C'est pas génial, mais au moins on peut se dire qu'on a la douceur. Farah Jarmouni est une danseuse et c'est l'invitée dans un instant de Virginie Demange pour Vous êtes formidable. Restez bien avec nous, en tout cas aussi pour demain matin, 9h50, avec ce très beau programme de Jérôme qui va nous faire du sport en 10 minutes par jour et c'est son coup de cœur, paraît-il. Rendez-vous demain pour vérifier tout cela. Merci d'avoir été avec nous et à demain 9h50. Bonne journée pluvieuse à tout le monde.